Antigone, histoire des héros, analyse et résumé des scènes. Pour comprendre l'histoire d'Antigone, il est nécessaire de connaître celle de son père Édipe pour en dégager quelques ressemblances. Édipe était le roi de Thèbes, c'était aussi l'époux de sa propre mère Jocaste, avec laquelle il a eu 2 garçons et 2 filles, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Lorsque l'épidémie avait ravagé le royaume, Édipe a décidé de mener des investigations pour trouver l'assassin de Laios et le punir, car c'était selon les croyances le seul moyen pour arrêter l'épidémie. En ce moment, Créon avait conseillé Édipe d'arrêter les investigations et de se concentrer sur l'important, c'est-à-dire gouverner le royaume et éviter de braver le destin ou bien de fouiller dans ses mystères. Mais parce qu'Édipe était un homme têtu, opiniâtre et orgueilleux, il a refusé ses conseils, même si tout indiquait que c'était lui-même le coupable et que ceci pourrait être une menace pour sa vie et pour la stabilité du royaume de Thèbes. Finalement, à cause de son obstination et après de longues recherches, Édipe se rendit compte que c'était lui-même le tueur de son père Laios et que c'était lui-même l'époux de sa mère. Il a fallu donc s'assumer la responsabilité en se crevant les yeux et en errant avec Antigone dans la forêt jusqu'à sa mort. Antigone a accompagné son père parce qu'elle pensait qu'il était innocent et que ce n'était pas de sa faute, mais c'était la faute du destin. Et voici une comparaison entre Antigone et Édipe pour relever quelques ressemblances. Édipe, un roi têtu, orgueilleux, il sait qu'il va mourir, il n'a pas peur de la punition, il n'a pas peur de la mort, il a accepté son destin, il a refusé le conseil de Créon, il est mort dans la forêt. Antigone, reine ou bien princesse têtue, orgueilleuse, elle sait qu'elle va mourir, elle n'a pas peur de la punition, elle n'a pas peur de la mort, elle a accepté son destin, elle a refusé les conseils de Créon et ceux de sa sœur Ismène, elle est morte suicidée dans le trou. Histoire des 2 frères. Lorsqu'Édipe est parti avec Antigone à la forêt, le royaume avait besoin d'un roi. Mais les 2 frères d'Antigone n'étaient pas d'accord sur celui qui devrait être le nouveau roi. Après des négociations, ils s'accordèrent sur l'alternance, c'est-à-dire chacun gouverna un nom pour Éthéocle, un nom pour Polynice, et ainsi de suite. Le premier qui a gouverné le royaume pendant un an fut Éthéocle. Lorsque vint le tour de Polynice, Éthéocle refusa de lui céder le trône. Alors Polynice fut chassé de la ville, il demanda l'aide de 7 princes voisins qui ont déclaré la guerre contre Éthéocle pour reprendre le trône. Après une guerre sanglante, les 2 frères se sont entretués devant les portes de Thèbes et tous les 2 sont morts. Comparaison entre les 2 frères. Éthéocle, c'est l'aîné, le bon frère, un bon citoyen, le fils fidèle d'Édipe, le prince loyal car il a défendu Thèbes contre les étrangers qui ont aidé Polynice. Pour Polynice, c'est un vaurien, un ingrat, un voyou, un révolté car il a combattu son frère, un traître car il a demandé l'aide des étrangers qui ont tué les citoyens de Thèbes. Un petit fêtard, imbécile, un petit carnassier, dur et sans âme, qui dépense plus d'argent dans les bars. Histoire de Créon. Lorsqu'Édipe était roi, Créon était un homme insoucieux à la politique. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais après la mort d'Édipe et de ses 2 fils, Créon se trouva obligé de prendre le pouvoir et de remettre l'ordre dans Thèbes, après la guerre civile déchaînée entre Éthéocle et Polynice. En devenant roi, la première décision que Créon a prise était la suivante: enterrer le bon citoyen Éthéocle et priver Polynice le vaurien et le traître des honneurs funèbres.
c'est-à-dire il restera sans enterrement. Créon était tout à fait différent d'Édipe, c'était un homme modeste, simple et moins ambitieux. Pour lui, être roi n'est pas une chose facile. Il le considère comme un métier qu'il faut exercer avec modestie, avec réalisme et sans orgueil. Il se compare lui-même à un ouvrier qui aime son travail. Maintenant, Thèbes est comme une barque qui a besoin d'un capitaine sage et dévoué. Ce capitaine était lui. Quelle est la différence entre Édipe et Créon? Édipe, un roi têtu, orgueilleux, ambitieux. Il se croit héros parce qu'il a sauvé Thèbes du Sphinx et de la peste. Il aime affronter le destin. Il refuse de se résigner. Il est égoïste parce qu'il a causé le malheur des autres. Il croit que le destin est le seul responsable des malheurs de l'homme. Mais pour Créon, c'est un homme simple, modeste, réaliste et sans ambition. Il se considère comme un homme seulement, c'est-à-dire un homme ordinaire, comme un ouvrier et non pas comme un roi. Pour lui, le royaume a besoin d'un homme sans problème. Il se résigne au destin. Il pense à la stabilité et à l'ordre de Thèbes et donc il n'est pas égoïste. Il pense que l'homme est responsable de son destin, etc. Alors, pourquoi Créon a-t-il autorisé l'enterrement d'Étiocle et l'a-t-il refusé à Polynice? En vérité, selon Créon, les deux frères étaient des crapules, les deux étaient des petits voyous, les deux étaient des ingrats et des imbéciles. Mais, pour rétablir l'ordre et la paix dans Thèbes, Créon a fait de l'un un héros, c'est Étiocle, et de l'autre un traître, Polynice, pour préoccuper la population et faire naître les sentiments de la citoyenneté et du dévouement envers la patrie. Maintenant, histoire d'Antigone. Souvenez-vous tout d'abord qu'Antigone était avec son père Édipe dans la forêt. Lorsque celui-ci est mort, Antigone a décidé de revenir au palais de Thèbes. En ce même moment, ses deux frères sont morts et c'est Créon qui est devenu le roi. Mais d'où vient le conflit entre Créon et Antigone? Créon en fait a décrété une loi concernant l'enterrement des deux frères. À Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, il serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Pour Antigone, cette loi était injuste et inhumaine, car en fait, selon les croyances grecques, celui qui n'est pas enterré souffre éternellement. Elle voulait donc sauver son frère Polynice car elle pensait qu'il avait droit au repos et à la sérénité éternelle, comme son frère Étiocle. Donc, sans réfléchir, Antigone a décidé d'enterrer son frère. C'est vrai qu'elle avait lu la loi de Créon, son oncle, et elle savait que la mort fut la punition prévue pour celui qui s'approcha du cadavre de Polynice, mais elle a résolu de se sacrifier pour lui, c'est-à-dire l'enterrer et mourir. Malheureusement, il était difficile d'accomplir cette tâche car le cadavre fut entouré par les soldats de Créon. Alors Antigone a tenté de l'enterrer la première fois pendant la nuit et elle n'a pas terminé l'enterrement car elle a dû se sauver des gardes. Elle a donc décidé de recommencer la deuxième fois à midi, lorsqu'il faisait très chaud, mais cette fois-ci, elle fut arrêtée par les gardes qui vont l'emmener à Créon. Maintenant, un résumé et analyse des scènes. Scène 1. Le prologue commence par la présentation et la description des personnages et de leur rôle. Il relate aussi quelques fragments de l'histoire d'Édipe et de ses deux fils pour aider le lecteur à comprendre l'histoire d'Antigone. Dès le début, beaucoup d'indices permettent au lecteur d'avoir une idée sur l'histoire, de connaître d'avance la fatalité du destin tragique qui accable Antigone et de comprendre l'inutile combat que celle-ci menait contre son oncle et contre tout le monde. Contexte de la scène 2. La nourrice se lève à 4 heures du matin. Elle n'a pas trouvé Antigone dans sa chambre. En fait, pendant la nuit,
Antigone est sortie secrètement pour enterrer son frère malgré la surveillance des gardes. Antigone a pu couvrir partiellement le cadavre de Polynice par une petite pelle, mais elle n'a pas pu terminer l'enterrement car elle fut chassée par les soldats de Créon qui ne l'ont pas reconnue puisqu'elle s'est enfuie. Scène 2. Alors, Antigone revient chez elle vers l'aube, et en entrant doucement, elle fut surprise par la nourrice qui prenait soin des filles d'Édipe après la mort de Jocaste leur mère. Antigone évite de dévoiler le secret à sa nourrice, qui croyait qu'elle avait un rendez-vous avec un jeune homme, un voyou. C'est une chose qui n'est pas digne d'une princesse. Antigone n'a pas nié avoir eu un rendez-vous avec quelqu'un, car ce n'est que le cadavre de son frère. Ceci a créé un malentendu entre les deux femmes, c'est ce qu'on appelle le quiproquo. Scène 3. La nourrice est en colère lorsqu'elle a vu les deux princesses, ou bien les deux sœurs, reprochant à elle-même de ne pas leur avoir apporté quelque chose à boire. Scène 4. Après une nuit de réflexion, Ismène a conclu que le projet d'Antigone est difficile à réaliser parce que Créon est le roi qui peut tout faire, c'est la loi et il faut la respecter, elle a peur de la mort et du déshonneur, ce projet concerne les hommes et non plus les filles, même si Polynice est leur frère, mais il mérite la punition de Créon parce que c'est un voyou et un ingrat. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Mais pour Antigone, elle pense que l'enterrement de Polynice est un devoir. Il ne faut pas avoir peur de la mort car il faut se sacrifier pour un frère. Il ne faut pas toujours réfléchir. La loi de Créon ne concerne pas Antigone. Elle ne veut pas comprendre car cela signifie se soumettre et se résigner. Elle aussi ne veut pas mourir mais c'est son devoir. Le résultat de cette conversation, c'est l'échec. Scène 5. Antigone confie à la nourrice son besoin de la tendresse et de la consolation. Elle lui demande de l'embrasser fortement et de lui promettre de s'occuper de sa chienne douce. La nourrice n'a rien compris de ces propos, mais la petite Antigone lui a quand même révélé quelque chose de grave, ou bien que quelque chose de grave va arriver, et que cette rencontre pourrait être la dernière. Évidemment, Antigone se prépare pour accomplir son projet. Elle sait que cette mission est dangereuse et même fatale. C'est pourquoi elle cherche de la confiance et de la force, qui risquent de lui manquer car elle est petite et seule devant un roi autoritaire et intransigeant. C'est une scène d'adieu avec la nourrice. Scène 6. Antigone, lors d'une soirée de bal, a tenté de paraître comme les autres filles, belle et courtoise envers Aimon, mais elle a échoué puisqu'Aimon ne l'a pas comprise et la soirée s'est terminée par une dispute. Alors, dans cette scène, elle lui présente ses excuses pour lui avoir causé des ennuis. Enfin, ils se sont réconciliés. Ensuite, elle lui demande de l'écouter sans répondre et de la quitter après. Par ce comportement, Antigone avoue à son fiancé qu'elle ne peut jamais être sa femme, ni avoir un garçon avec lui, car elle sait qu'elle va mourir. Elle a donc sacrifié son amour et son bonheur avec Aimon pour son devoir envers son frère. En fait, Antigone ne veut rien expliquer à Aimon pour ne pas affaiblir, pour ne pas être détournée facilement de son projet. Scène 7. Une autre fois, Ismène tente de convaincre sa sœur pour ne pas enterrer Polynice, mais Antigone est toujours déterminée à accomplir son projet fatal. Elle révèle à Ismène que cette nuit, elle était auprès du cadavre. Scène 8. Un garde, Jonas, apporte à Créon que quelqu'un s'est approché du cadavre, que ce n'était pas un animal, car le cadavre est enterré selon les rites, qu'ils ont trouvé une petite pelle d'un enfant à côté du cadavre. Créon croit que c'est l'opposition
et les ennemis de Thèbes qui osent commettre un tel crime, et il a demandé de garder cela en secret et de redoubler la surveillance. Scène 9. Le chœur fait la comparaison entre la tragédie et le drame. Scène 10. Antigone est arrivée à côté du cadavre en plein jour. Il fait très chaud. Antigone a rapidement trompé la vigilance des gardes qui croyaient au début que c'était une bête. Antigone a presque enterré avec ses mains et ses ongles tout le corps de son frère. Cette fois-ci, elle n'a pas tenté de se sauver. Par contre, elle s'est obstinée courageusement à enterrer son frère, malgré la présence des gardes qui l'arrêtèrent avec la force. Les gardes ne savaient pas que cette fille était Antigone, la nièce du roi, et ils se comportaient rudement avec elle, ne croyant plus à ses aveux. Scène 11. Les gardes ont arrêté Antigone en flagrant délit, à côté du cadavre en train de l'ensevelir, puis ils l'ont emmené chez Créon. Le garde raconte les faits détaillés au roi, qui paraît étonné et incrédule, mais Antigone reconnaît son acte. Elle lui raconte aussi que c'était elle qui a tenté la première fois d'enterrer son frère. Scène 12. Créon propose à Antigone de faire disparaître les gardes et de la sauver à condition de se taire et de ne plus recommencer. Mais Antigone insiste sur son intention de recommencer et d'enterrer entièrement le cadavre de son frère. Au début, Créon pense qu'Antigone a fait cet acte parce qu'elle croit qu'elle est princesse et donc personne n'aura l'audace de la punir, mais après il comprend la nature tragique de sa nièce, car il vient juste de se rappeler son père Édipe, et il sait son orgueil et son entêtement devant le destin et la fatalité. Maintenant, tout est clair pour lui. Antigone est une fille tragique comme son père, et personne ne peut l'arrêter sauf la mort. D'ailleurs, l'enterrement de son frère n'est qu'un prétexte pour elle. Créon fait un grand effort pour convaincre sa nièce, mais en vain. Il essaye de lui expliquer sa conception simple et efficace de la politique. En fait, il est là pour sauver Thèbes qui est comparé à une barque prise par les vagues, c'est-à-dire les révoltes et les complots. Pour lui, il faut être réaliste et fiable en préférant l'intérêt national à l'intérêt personnel, contrairement à Antigone et à son père qui se croient des héros et des êtres invincibles par le destin qu'ils affrontent. Certes avec courage et bravoure, mais ce combat inégal leur coûte la mort et cause des blessures pour toutes les générations. Créon a ajouté qu'Antigone est jeune, belle et fiancée d'Aimon, qu'il aime et donc elle doit profiter de cet avantage et profiter de la vie. Il lui apprend que ce cadavre n'est pas forcément celui de Polynice, car pour lui, l'un ne valait pas mieux que l'autre. Par contre, les deux sont deux crapules, deux ingrats qui méritent la mort. Il fut obligé d'enterrer l'un et d'en priver l'autre pour apaiser la colère de la population. C'est une question de politique seulement. Ensuite, il lui révèle comment il se trouvait un jour roi de Thèbes sans le vouloir, car les circonstances l'obligent à s'accaparer du pouvoir et à dire oui, même si cela n'est pas toujours facile. C'est un mauvais rôle qu'il faut assumer. Créon peut sauver Antigone si elle le veut, mais si elle s'entête à transgresser sa loi, elle la tuera parce que c'est son rôle, peu importe la famille et les proches. Devant tous les arguments de Créon, Antigone est très attachée à ses idées. Elle oppose à Créon sa propre vision de la vie et de l'homme. Selon elle, il faut avoir des idées et mourir pour elles, car ce serait une lâcheté de renoncer et de dire oui, par crainte d'affronter les périls. Mais, par contre, il faut dire non et se sacrifier. La seule vérité à laquelle elle croit, c'est qu'elle est là pour contrarier Créon et mourir. Certes, Antigone voudrait vivre, et elle aussi aime la vie, mais elle sait qu'elle n'a pas de choix que de mourir. Même Créon la conseille de savoir pourquoi au moins voulait-elle mourir, et il lui raconte une histoire pour l'avertir sur l'absurdité de son acte. Il s'agit de l'histoire de ses deux frères avec leur père. Polynice frappait souvent son père Édipe lorsqu'Antigone avait à peine 2 ans et lui soutirait de l'argent. Éthéocle a même tenté à maintes fois de tuer son père et de vendre Thèbes aux étrangers. Pour Créon, ces deux ingrats ne méritent pas un tel sacrifice, ce serait une mort gratuite et absurde. Antigone paraît être émue par cette histoire, l'histoire racontée par Créon.
Elle commence à se sentir apaisée, presque convaincue. Elle hésite devant son oncle qui triomphe un moment. Mais le mot bonheur a mis Antigone en colère et c'est ici qu'elle a repris sa force et crie contre Créon l'indignation et la haine qu'elle ressent à la politique lâche des hommes. Et voici l'extrait qui montre l'apaisement d'Antigone et le début de sa colère après avoir entendu le mot bonheur. Créon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Antigone se lève comme un somnambule. Je vais remonter dans ma chambre. Créon, ne reste pas trop seul. Va voir Aimant ce matin. Marie-toi vite. Antigone dans un souffle. Oui, Créon, la vie ce n'est pas peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu. Le bonheur, Créon a un peu honte soudain, un pauvre Mohin. Antigone, quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Créon hausse les épaules. Tu es folle, tais-toi. Antigone, non, je ne me tairai pas, je veux savoir comment, etc. Scène 13. Ismène veut elle aussi enterrer son frère et mourir, mais Antigone le lui interdit, car l'affaire est presque terminée et la tâche est devenue facile. En plus, le choix est déjà pris. Dès le début, Antigone a choisi la mort et Ismène a choisi la vie. Scène 14. Après avoir échoué à la convaincre, Créon décide enfin d'appeler les gardes et d'emmener Antigone en attendant le moment de la faire mourir. Le chœur intervient et demande à Créon de ne pas tuer Antigone car ce n'est qu'un enfant. Contexte de la scène 15. Aimant aimait Ismène au début, mais un jour, sans savoir pourquoi, il demanda à Antigone si elle voulait l'épouser, et celle-ci a dit oui, sans même réfléchir. Malheureusement, cette décision lui coûterait la mort seulement. Scène 15. Dans cette scène, Aimant accourt vers son père pour le supplier de protéger sa fiancée et ne pas la faire mourir si vraiment il l'aime, comme un fils digne de son père. Le chœur intervient une autre fois et conseille Créon de ne pas tuer Antigone. Il lui propose de dire qu'elle est folle, de l'enfermer. Aimant aussi sollicite l'aide de son père Créon, mais celui-ci refuse car pour lui c'est Antigone elle-même qui est la responsable de la mort. Maintenant, Thèbes sait ce qu'elle a fait et attend le châtiment. Sinon, Créon serait accusé d'avoir épargné sa nièce. D'ailleurs, c'est la loi, et elle ne peut rien pour elle. Donc, il incite son fils au courage et à accepter la réalité. Mais Aimant ne croit plus aux explications de son père, qui lui paraît impitoyable et sévère. Scène 16. Aimant est sorti agité et en colère. Le chœur demande à Créon de faire quelque chose, mais celui-ci ne peut rien faire. Scène 17. Les habitants de Thèbes se poussent devant les portes du palais réclamant la justice et l'exécution d'Antigone, qui demande à Créon d'éloigner les gens loin du palais pour ne plus les voir. Scène 18. Antigone est seule avec le garde, c'est l'occasion de discuter avec quelqu'un. Elle l'interroge sur la mort et si vraiment on souffre lorsqu'on meurt. Le garde, c'est lui qui l'a arrêté, insoucieux aux peines d'Antigone, lui parle de son métier. Enfin, Antigone donne au garde une bague et elle le prie de rédiger une lettre qu'elle remettra à quelqu'un après sa mort. La lettre est adressée à Aimant, où elle demande pardon des malheurs qu'elle a dû causer à Aimant et à toute Thèbes. Elle avoue l'absurdité de son acte et comment elle n'a pas compris que la vie est belle. Cette scène montre une fille sensible qui regrette son hardiesse et qui même n'arrive pas à saisir pourquoi elle cherche la mort. C'est la réalité des héros tragiques qui sont à la fois coupables et innocents. Scène 19. Le chœur entre et affirme que tout est fini pour Antigone. Scène 20. Le messager entre et raconte la scène de la mort d'Antigone. Dans la tragédie, le messager a toujours comme unique rôle de rapporter la mort du personnage principal, car la règle de la bienséance interdit de présenter le sang
ou bien les scènes de violence sur la scène. Selon le messager, on vient de mettre Antigone vivante dans un trou. Ici, la fille d'Édipe s'est suicidée avec les fils de sa ceinture dans le tombeau. Aimon se poignarde à son tour auprès de sa fiancée. Scène 21. Créon est seul au palais. Le cœur lui apprend que sa femme aussi s'est suicidée lorsqu'elle a appris la mort de son fils Aimon. Malgré la solitude et la fatigue, Créon continue sa besogne de gouverner les gens. Il conseille son page de ne plus grandir ni de savoir, car ce serait sûrement la cause des ennuis. Scène 22. Le chœur avance et informe les spectateurs de la fin de l'histoire. Thèbes est calme après la mort d'Antigone. Les gardes reprennent leur jeu pendant que le rideau se lève.